qui fait la différence, c'est non pas ta connaissance originale et le stock de connaissances que tu pourrais avoir, c'est le flux, c'est à quel point tu es capable d'emmagasiner un maximum de connaissances sur des problématiques données et de t'améliorer au quotidien. Et en plus, dans les nouvelles technologies, on est quand même dans un univers qui évolue hyper rapidement. Les technologies se périment, les boîtes s'effondrent aussi rapidement qu'elles se fondent. Enfin, c'est compliqué. Et donc, je pense qu'une personne qui est bonne dans ce job, c'est que tu es capable de te remettre en question et d'apprendre très rapidement. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue chez Coup d'État, chez The Family, dans ce lieu chez The Family et à cette conférence Coup d'État. Pour vous donner un peu de contexte, moi je me présente, je suis Valentin, je suis le CEO de Coup d'État. J'ai repris donc cette formation à l'entrepreneuriat de The Family en mai dernier avec l'objectif de, entre autres, faire monter des entrepreneurs sur scène pour qu'ils viennent vous raconter un peu leur parcours et les leçons qu'ils en ont tirées, pour que vous puissiez appliquer ces leçons-là à vos propres business, à vos propres entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit des boîtes ou que ce soit d'autres types de choses entrepreneuriales. Ce soir, on accueille quelqu'un que je trouvais tout particulièrement intéressant. Une des choses qu'on m'a beaucoup dites depuis qu'on a recommencé à faire Coup d'État, c'est des gens qui étaient des CEO de boîtes et qui venaient me voir et qui me disaient c'est un peu compliqué, je comprends pas, qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que c'est mon métier. Et à chaque fois je devais expliquer et c'était un peu bizarre, c'était un peu nuancé, ça change, il y a des phases, etc. Et c'était un peu compliqué, jusqu'à ce que je tombe sur un papier écrit par Nicolas Bustamante, qui est le CEO de Doctrine.fr, où ça résumait hyper clairement quel était le rôle d'un CEO dans une boîte. Et j'étais là genre, waouh, ça c'est incroyable. Il faut que je l'appelle, il faut qu'il vienne faire une conf à Coup d'État et qu'il transmette un peu tout ça en racontant un peu lui comment il a appliqué ses propres conseils et qui vous les délivre. Donc je vous remercie de l'accueillir et bonne conférence. Bonsoir, merci beaucoup pour cette belle introduction. Je me présente, je m'appelle Nicolas Bustamante et donc je suis effectivement le CEO de Doctrine. Je vais prendre le petit clicker. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de Doctrine ici ? Ça va à peu près ce qu'on fait ? Ok, super. Est-ce que certains d'entre vous sont CEO de leur propre entreprise ? Combien ? Ah oui, d'accord. Donc vous aussi, vous vous demandez au quotidien quel est votre rôle, qu'est-ce que je dois faire ? Formidable. Et bien comme j'ai fait des petites recherches, je vais les partager avec vous. Je vais vous en dire un peu plus sur Doctrine, ce qu'on fait, qui on est. Ça va vous permettre de comprendre un peu notre background par rapport aux explications que je vais vous donner. Donc moi je m'appelle Nicolas Bustamante, je suis le CEO et le cofondateur de Doctrine, je suis juriste de formation, je fais du droit de l'économie, je suis parti à San Francisco, revenu à Paris en fin de mes études, donc janvier 2016, et c'est à ce moment-là qu'on a lancé Doctrine. Quand je dis on, c'est deux autres personnes, attention, photo historique, et oui, c'était il y a longtemps. Et donc j'ai fondé Doctrine avec un ingénieur et un mathématicien. Donc l'ingénieur, vous vous en doutez, c'est celui qui porte son pull de l'école polytechnique. Ça c'est Antoine, qui faisait un peu de l'intelligence artificielle à l'école polytechnique et avec qui j'ai passé quelques mois aux États-Unis. Et Raphaël, un autre ami, lui qui est CTO, qui a une thèse en informatique et qui gère toute la partie technique chez Doctrine. Donc Doctrine, c'est avant tout, mais comme beaucoup d'aventures, une rencontre entre trois personnes, trois amis qui s'unissent vers un projet commun et qui en font une entreprise. Le projet commun, je vais vous l'expliquer. La problématique, elle est simple. Nous sommes une entreprise, une legal tech, donc vous avez compris, on évolue dans le marché du droit. Et pourquoi on a créé Doctrine ? C'est puisque aujourd'hui, sur Internet, en France et a fortiori dans le monde, il n'y a que 1% des normes juridiques qui sont disponibles. Et la mission, l'ADN de Doctrine, c'est de rendre accessible et compréhensible l'ensemble des normes juridiques partout dans le monde. À commencer, vous vous en doutez, évidemment par la France. Pourquoi ça c'est important ? Eh bien parce que quand vous interagissez avec le monde judiciaire ou juridique au sens large, eh bien, la première chose que vous devez connaître, c'est la loi, c'est les décisions de justice, c'est le droit, d'où la maxime « nul n'est censé ignorer la loi ». Bon, la problématique, c'est celle-ci, donc ouverture et transparence du droit, on rend accessible l'ensemble des normes juridiques partout dans le monde et on a bâti une technologie qui permet de rendre le droit compréhensible, donc à travers un moteur de recherche. Donc si vous êtes un professionnel du droit, qui sont nos clients, des avocats, des juristes, et aujourd'hui par exemple 10% des magistrats qui utilisent Doctrine en France, donc un magistrat qui rend des jugements au quotidien,
Ça lui permet de comprendre rapidement l'état du droit et de conseiller son client ou de rendre un jugement. On a plein de clients heureux qui utilisent notre moteur de recherche juridique, donc à peu près 1500 clients, des avocats, des juristes, et toute la journée, ils vont sur Doctrine, ils recherchent de l'information pour la présenter à leurs clients, mieux les défendre et obtenir parfois des acquittements, donc la personne au pénal n'est pas condamnée, ou des chefs d'entreprise qui se retrouvent devant des tribunaux de commerce pour les faillites ou toutes autres affaires, et les avocats, forts de cette information, vont être capables de mieux les défendre, et donc ça va changer concrètement la vie des justiciables. Plus sur Doctrine, donc on est passé de 1 salarié à 80 personnes en CDI en une trentaine de mois. Donc ça, c'est une photo qu'on a prise fin décembre, et on continue de recruter 5 à 6 personnes par mois. Donc vous en doutez, on va doubler la taille de l'équipe cette année, et on devrait fin de l'année être 150 personnes. La majorité de nos effectifs, alors c'est dual, on a une grosse partie qui est en tech, donc ingénieur, développement web, et particulièrement data science. En fait, on est une boîte d'intelligence artificielle et une boîte de data qui officie sur le marché juridique, mais notre ADN, il est tech avant d'être un ADN juridique. Enfin, je dirais qu'il a un peu des deux, et donc ce qui explique qu'une partie de nos effectifs, et il y a beaucoup de data scientists. Et l'autre partie, ce sont toutes les fonctions commerciales, service client, etc. Voilà pour vous en dire plus sur Doctrine, et pour sauter sur le sujet qui nous anime ce soir, le rôle du CEO. Alors, pourquoi on en parle? Pour moi, il y a 2 raisons pour lesquelles c'est intéressant d'en parler. C'est que c'est peut-être la question qu'on me pose le plus au quotidien. Il y a 2 personnes, je dirais, il y a 3 types de personnes qui me posent la question. Il y a les gens de mon entourage. Là, c'est famille, c'est n'importe qui me demande ce que je fais au quotidien, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est d'être CEO. Voilà. Il y a deuxième partie, ce sont souvent les gens qu'on va recruter, ou même les employés à l'intérieur de Doctrine, qui ont cette question existentielle qui est « Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est quoi être CEO? Qu'est-ce que ça implique ?» Et en fait, la troisième partie, qui est peut-être la plus intéressante, qui se demande qu'est-ce qu'un CEO, c'est souvent les CEO eux-mêmes. D'ailleurs, quand chez Doctrine, j'organise des dîners, on invite 2-3 CEO pour dîner ensemble et partager sur des problématiques communes, revient souvent cette question qui est « Ok, mais c'est quoi notre rôle ?» Et ce qui est drôle, c'est que c'est souvent des gens qui disent « C'est quoi notre rôle d'après vous ?» En fait, tout le monde se regarde, il n'y a que des CEO de boîtes bien connues que je ne citerai pas, mais on essaye de réfléchir sur un peu quel est le rôle du CEO. Bon, un jour, me posant moi-même la question, mes amis se posant aussi la question, je me suis dit que j'allais faire des recherches. J'ai essayé de tout lire sur le sujet et je l'ai compilé dans un fameux document pour m'aider à mieux comprendre qu'est-ce qu'on attend d'un CEO et qu'est-ce qu'un CEO effectif, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Donc sur la première question, qui est qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce que les CEO font au quotidien, je vais vous expliquer, il y a 3 phases dans le job. Peut-être certains d'entre vous sont à la phase 1 ou sont à la phase 2. Je vais vous les présenter. Il y a une première phase qui est ce qu'on appelle Doer in Chief. Donc là, vous avez moins de 25 employés. C'est particulièrement latent jusqu'à 10-15 personnes. Et vous êtes le Doer in Chief, c'est-à-dire que concrètement, là, votre seul rôle, c'est d'exécuter toutes les positions au sein d'une société, c'est-à-dire bâtir le produit, faire le marketing, faire les ventes, répondre aux services clients, faire la comptabilité, faire la finance le soir. Vous devez tout faire. Déléguer n'est pas un mot dans le vocabulaire. Et la réussite de la boîte à ce moment-là, entre 0 et 25 personnes, elle est due en fait à l'input que vous mettez vous et des autres personnes qui travaillent avec vous, mais ce qui est très important en tant que CEO, parce que vous donnez un peu le rythme, comment on travaille dans votre boîte. Et donc concrètement, chez Doctrine, moi, les premiers mois, premières années de Doctrine, Doctrine c'est une boîte qui a 3 ans, donc on va dire les premiers mois, de passer de la phase 1 à la phase 2, et bien pareil, je m'attelais à vendre le produit, j'étais le seul sales, je m'attelais à répondre à toutes les demandes qu'il y avait sur notre chat, donc j'étais la personne en customer success, j'onboardais les clients, enfin bref, je faisais la compta, je faisais tout, et ça c'est très important dans cette première phase, c'est ça qu'il faut faire, ne déléguez pas, il faut juste être le plus fort possible sur la partie Doer in Chief. Bon, ça c'est peut-être une phase que vous connaissez. Après, il y a la fameuse seconde phase qui est un peu difficile, c'est quand vous n'êtes plus le Doer in Chief, mais vous êtes le Company Builder. Je vous donne un exemple. À partir de Doer in Chief, vous êtes tous dans un avion, vous êtes tous dans la salle des machines, vous avez dizaines de personnes qui travaillent avec vous. Tout le monde essaye
de faire en sorte que la machine fonctionne, tourne une vis par-ci par-là, etc. Et un jour, ça fonctionne, ça décolle, et quand ça décolle, arrive une situation que vous allez probablement tous connaître, tout le monde se regarde, et tout le monde se dit, c'est qui le pilote dans l'avion? Et là, c'est la phase un peu gênante où tout le monde vous regarde, vous. Là, vous avez sacrément intérêt à prendre conscience de votre rôle et à courir aux commandes de l'avion. Sinon, vous imaginez bien que l'avion qui décolle, il s'écrase aussitôt. Bon, la problématique dont on va parler, c'est comment tu transitionnes de la phase 1 à la phase 2. C'est assez difficile. Il y a une phase 3 dont je ne vais pas m'étaler sur cette phase 3 parce que je ne la connais pas. La phase 3, c'est quand tu arrives à peu près à plus de 500 employés, que le business est complètement mature, mais que le CEO se recule pour lancer des initiatives un peu plus innovantes, c'est-à-dire que, grosso modo, il prend les ressources du premier business et il va essayer d'innover ailleurs, ce que vous voyez sur Facebook, ce que Facebook a fait avec Messenger, ou le rachat de WhatsApp, ou Instagram. Vous avez Mark Zuckerberg qui est un peu en retrait de son organisation et qui construit des produits annexes pour inventer le futur de Facebook dans 20 ou 30 ans. En l'occurrence, vu que chez Doctrine, on est en plein dans la phase 2, on a 80 personnes et l'entreprise a à peine 3 ans, je ne vais pas m'étaler sur la phase 3, je ne la connais pas. Ok. Peut-être qui vous intéresse, comment tu transitionnes de la phase 1 à la phase 2. La phase 1, c'est tes doers in chief, tu fais tout. La phase 2, c'est tu ne fais rien. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à lâcher. Et en fait, tout le monde a du mal à lâcher. La question, c'est comment lâcher. Donc dans cette transition, très simple, ce qu'il faut faire, alors c'est difficile, mais c'est vous regardez votre emploi du temps chaque jour, qu'est-ce que vous faites, et vous essayez en fait d'arrêter concrètement ce que vous faites tous les jours. C'est-à-dire que vous notez le lundi matin, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. L'idée, c'est que le lundi suivant, vous ne faites plus jamais ces tâches et vous les avez déléguées à quelqu'un qui est plus compétent que vous. Mais pour ça, il faut encore avoir conscience des tâches que vous faites au quotidien, de bien les lister pour pouvoir les déléguer. Donc en gros, en anglais c'est fire from the position. C'est assez frustrant. À la différence des autres jobs et des autres C-level, type le CTO ou le CPO, là, ce que vous faites, c'est que vous, par exemple, vous commencez à faire le marketing, et au moment où ça marche à peu près et que vous sentez que vous êtes prêt à le déléguer, vous trouvez quelqu'un, vous lui déléguez tout, et vous arrêtez de faire ça. Et vous passez à une autre fonction, la fonction finance, la fonction people, et vous faites toutes les fonctions une à une. Et donc ça, c'est assez frustrant parce que vous commencez, et après vous arrêtez. Vous devez le manager de cette personne et vous lui confiez les clés. Et la plus grande des problématiques dans ça, c'est de déléguer. Parce que d'une part, tu dois performer le rôle, donc ça veut dire que tu dois avoir les connaissances de base en marketing, en finance, dans toutes ces positions, en produits. Et après, tu dois trouver la personne qui est la plus à même de faire ce rôle. Et ce qui est si difficile, c'est que quand tu l'as tellement fait, quand tu as répondu tous les week-ends à Intercom, au chat, en fait, il y a peu de gens qui le font a priori aussi bien que toi. Et c'est là où je pense que les gens font l'erreur de ne pas arriver à déléguer, c'est de se dire, ok, je le fais tellement bien, je vais devoir prendre une personne, la former, lui apprendre, ok, perdre de temps, je vais continuer à le faire. Alors qu'en fait, il faut absolument faire ça, recruter une personne, la former, et oui, peut-être au début, elle va être moins efficiente, mais normalement, vous êtes capable de recruter des gens qui sont bien meilleurs que vous à chaque position. Et quand j'entends parfois, on me dit, oui, mais je n'arrive pas à recruter quelqu'un qui est meilleur que moi, c'est qu'il y a un souci. En vrai, dans la position que vous avez de CEO, tout le monde est meilleur que vous dans des positions définies. La personne qui dirige les sales, c'est un meilleur commercial que vous, c'est un meilleur manager que vous. La personne qui dirige le marketing, le produit, etc., il est meilleur que vous. Et je ne pense pas qu'il y ait de contre-exemple en fait. Et d'ailleurs, ce qu'on attend, on va y revenir, du CEO, c'est pas d'être très fort dans l'exécution de certaines tâches. Au contraire, c'est plutôt déléguer à la personne, l'empower, lui donner toutes les ressources possibles pour qu'elle le fasse mieux que vous. Et ça, c'est un challenge. C'est très difficile, on va dire, de lâcher. Et ensuite, un bon indicateur pour ça, quand vous essayez de transitionner de la phase 1 à la phase 2, la phase 1, vous êtes quand même impliqué dans 100% des décisions, quoi. Dès qu'il y a une décision produit, une décision marketing, vous êtes impliqué. On vous met dans la boucle et finalement, vous tranchez. Et quand vous êtes dans la phase 2, quand vous êtes, on va dire, CEO, le chef du bateau, et bien là, l'indicateur, c'est que vous devez prendre 10% des décisions vitales de l'entreprise. Donc quasiment plus rien. Donc par exemple, moi, à Doctrine, je fais attention à ça. C'est-à-dire que
je fais attention à ne pas prendre plus de 10% des décisions, mais surtout, je fais attention à ne prendre aucune décision. C'est-à-dire que souvent, je reste silencieux, j'attends que la décision soit prise, si je suis dans un meeting avec des personnes, entre deux personnes, et si jamais ils n'arrivent vraiment pas à prendre la décision, je vais tout faire pour les forcer à prendre la décision, mais jamais je vais apporter la solution. Ça, c'est extrêmement frustrant parce que parfois, vous savez ce qu'il faut faire parce que vous avez en fait plus d'informations, tout simplement. Et il faut avoir le courage de dire, OK, je vais tout faire pour qu'ils arrivent à la bonne décision, et au moment où ils la prennent, juste dire « ok ». Et donc moi, ça m'a été d'ailleurs reproché une fois, une personne qui arrive chez Doctrine et qui venait d'une entreprise, une start-up un peu traditionnelle, qui avait un président un peu fort qui prenait toutes les décisions tout le temps, ils étaient 50, et en fait, si tu voulais faire quelque chose, il fallait forcément lui demander. Elle s'étonnait pourquoi moi, quand on discutait entre nous, je ne disais rien. En fait, c'est ça où je pense qu'il est très difficile, c'est de rien dire, attendre que la bonne décision soit prise et acter la chose. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de courir partout et de dire oui, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais cette attitude, elle n'est pas scalable. C'est-à-dire que quand vous êtes Doctrine et que vous passez de 0 à 80 personnes, il n'y a aucune chance pour que vous ayez la capacité à prendre des décisions. Pour une des valeurs de Doctrine, c'est « knowledge is power », et concrètement, pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir la bonne information. Et quand vous êtes CEO, vous êtes toujours le dernier à savoir. Quand vous êtes CEO, les gens qui sont vraiment en contact du terrain, qui vendent, qui font le produit, etc., ils sont assez éloignés de vous, en termes hiérarchiques, en termes de positionnement, en termes de ce que vous faites au quotidien. Donc si vous voulez prendre des décisions pour ces gens-là, vous allez forcément prendre des mauvaises décisions. Donc à notre sens, la seule façon d'être bon dans le rôle du CEO et de bâtir une vraie organisation, c'est de laisser les builders prendre des décisions. Et ça, vous devez être clair. Et dès que je vois, par exemple, moi chez Doctrine, un manager qui veut prendre une décision sans avoir consulté les personnes en dessous, sans que les personnes en dessous se disent « ok, c'est vraiment le move qu'il faut faire », je le stoppe direct, parce que de 1, il ne va pas y avoir l'engagement des gens qui vont se dire « ok, c'est la bonne décision », donc ils ne vont pas être drivés s'ils pensent que fondamentalement c'est la mauvaise décision. Et puis celui qui a le plus d'informations pour prendre une décision de qualité, c'est la personne qui fait le job au quotidien. Donc bref, vous devez prendre 10% à peu près des décisions. Vous êtes silencieux, tout le monde prend... En fait, et même, pour donner un autre exemple, quand quelqu'un vient me voir et me dit « ok, il y a ce problème, analysons le problème ensemble », voire, on me dit « ok, là, il faut que tu tranches ». Je me demande toujours comment c'est possible qu'on arrive à me voir pour trancher sur ce sujet, c'est-à-dire que dans toute l'organisation, donc on est 80 personnes, il y a 79 personnes qui n'ont pas pu prendre la décision. Et là, pour moi, c'est vraiment des cas infimes. C'est-à-dire que si dans une boîte qui fonctionne bien, une des autres valeurs de Doctrine, c'est liberté et responsabilité, donc on encourage la prise de décision individuelle, s'il y a 79 personnes qui n'ont pas trouvé la réponse au problème et qui demandent de trancher entre option A et option B, c'est que là, c'est vraiment, on est dans le 0,99% des décisions les plus difficiles. Et souvent, ce n'est pas le cas. Et donc souvent, je renvoie à « ok, va voir cette personne et tranchez entre vous et vous me dites la décision que vous avez prise ». Là aussi, il faut avoir un certain courage parce que parfois les décisions sont, vous les jugez pas forcément bonnes. Alors parfois elles sont, objectivement, c'est pas les bonnes. Bon là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites part de votre point de vue évidemment. Si c'est vraiment catastrophique, vous dites franchement là j'y crois pas. Voici pour les 30 raisons pour lesquelles j'y crois pas. Mais sinon, il faut laisser les gens, ce qu'on appelle nous la liberté et la responsabilité pour eux de prendre des décisions. Pour vous en dire plus sur, donc là on est dans la phase où vous avez transitionné de la phase 1 à la phase 2, donc là vous êtes Company Builder in Chief, et le but c'est de bâtir une organisation la plus robuste possible et la plus efficiente possible pour atteindre tous vos objectifs, et on demande souvent quels sont les objectifs du CEO. Alors il y en a quelques-uns, je vais vous les lister, c'est les objectifs principaux. L'objectif numéro 1 c'est recrutement, recruter l'équipe, c'est-à-dire qu'en tout le temps, vous devez scanner votre organisation et voir là où il y a des postes manquants. Alors, ça peut être des postes de manager, ça peut être des postes d'exécutifs, mais même des postes juste de contributeurs individuels. Et vous devez ou les recruter vous-même, si c'est par exemple un exécutif, un VP Sales, un VP Product, whatever, ou sinon pointer sur le fait qu'il manque des ressources et il manque des personnes. Donc ça, c'est la première partie. La seconde partie dans le recrutement, c'est quand même recruter des personnes qui sont fortes. Okay, donc ça, vous devez avoir une culture du recrutement. Donc nous, chez Doctrine, on a 6 étapes de recrutement avant qu'une personne soit recrutée. On a plein de choses comme on fait 4 référents check avec 18 questions à chaque fois. Enfin, c'est assez poussé pour être sûr qu'on recrute les meilleures personnes chez nous.
Et le rôle ne s'arrête pas là, c'est qu'une fois que vous avez recruté les meilleures personnes, encore faut-il qu'elles soient capables de s'intégrer dans le collectif. Et donc c'est aussi le rôle du CEO de voir à peu près dans une équipe et de dire ok, cette personne, elle est très motivée, elle est très forte, mais comment elle va se comporter dans l'équipe un peu globalement. Chez Doctrine, par exemple, toute l'entreprise est scindée en groupes de 7 personnes. L'idée, c'est d'être plus efficient dans et plus agile. Donc en tech, pour certains viennent de l'univers tech, vous voyez, c'est des squads où vous avez un data scientist, un product manager, un développeur front-end, un développeur back-end, etc. Et pareil dans la dynamique sales. L'objectif, c'est qu'on ne perde pas en agilité, qu'on agisse en petits groupes. Et donc quand on recrute une personne, il y a aussi cette question de ok, comment elle s'insère dans notre collectif. Donc ça, c'est sur la partie hiring. Après, il y a évidemment la partie qu'on appelle push the team. C'est une équipe, une fois que vous avez les bons players, pour qu'elle performe, il faut qu'elle soit drivée. Drivée par une vision, drivée par des objectifs. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui dit ok, on peut toujours faire plus. Parce que les limitations qu'on a dans la vie, c'est souvent des barrières mentales qu'on se met. On dit ah ouais, on va pas y arriver, ça c'est trop difficile, etc. Quand on a levé de l'argent avec Doctrine, on a levé de l'argent à 2 reprises, on a levé 2 millions d'euros en seed en septembre 2016 et 10 millions en 2018. Quand on a fait notre première levée de fonds, on était 3, on avait 1 salarié et on a levé 2 millions d'euros. Et quand j'avais contacté différentes personnes, des conseils, des gens qui avaient déjà levé des fonds à plusieurs reprises, ils m'avaient dit une chose, ils m'avaient dit Nicolas, c'est impossible de lever plus de 500K. Bon, moi j'avais entendu leurs conseils, je me suis dit ok, c'est ça, c'est 500K, lui il a levé de l'argent 5 ou 6 fois, c'est normal, c'est à peu près ça l'ordre de grandeur, on va bâtir un truc. Et si là, bon, alors la valeur numéro 1 de Doctrine, c'est challenge le statu quo. Évidemment, quand ils m'ont dit ça, je ne me suis pas résigné, bon, sinon on aurait perdu. Je me suis dit, ok, on va challenger. Et en challengeant, on a mis le niveau d'ambition beaucoup plus haut. Et finalement, on a levé beaucoup plus que ce montant qui était censé être le montant limite. Et ce que je veux dire par cet exemple, c'est que bien souvent, dans les objectifs de croissance, dans ce qu'on veut faire niveau produit, dans la complexité, on se limite intellectuellement à un peu notre zone de confort en disant, ok, ça serait un objectif bien ambitieux. En vérité, il n'est jamais assez ambitieux. Donc le rôle du CEO, c'est tout le temps de pusher et dire en fait, on peut faire plus, on peut faire plus, on peut faire plus. Et après, l'équipe fait souvent plus parce qu'elle trouve les ressources nécessaires. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, entre good company et great company. C'est que great company, ils sont toujours à pusher pour faire plus. Et ça, c'est notamment le rôle du CEO. Ensuite, il y a, j'en ai un peu parlé, fund the team. C'est-à-dire que les premières années, effectivement, vous avez besoin d'argent pour faire fonctionner l'équipe, et ça c'est le rôle quasiment exclusif du CEO. Certains le font en binôme avec les autres cofondateurs. À titre personnel et pour Doctrine, c'est uniquement le job du CEO de lever des fonds et de s'assurer des finances de l'entreprise, parce qu'on ne voulait pas mobiliser 2 autres fondateurs. Certains d'entre vous le savent, lever des fonds, ça prend énormément de temps, c'est complexe, c'est chronophage, etc. Et il faut bien vous dire que lever des fonds, c'est quasiment un rôle à plein temps, et si vous le faites à 3 cofondateurs, se pose la question de ok, mais qui bosse? La réponse est souvent personne, quoi. Donc nous, on a choisi d'avoir une seule personne, moi qui est dédié à ces tâches quand on souhaite lever des fonds, et les autres qui continuent à bosser et à bâtir la boîte. Aujourd'hui, comme on a des niveaux où c'est plusieurs dizaines de millions, je suis épaulé par le CFO et une autre personne, mais ça reste dans cette logique. Ça, c'est la compétence exclusive du CEO, et évidemment, stratégiquement, c'est la vie ou la mort. Si vous êtes mauvais sur ça, vous êtes mort. Mais la plupart des attributions du CEO, en vérité, si vous êtes mauvais, la boîte va mourir. Ou la boîte va aller mal et vous allez devoir corriger vos erreurs. Mais ce n'est pas des attributions, on va dire, à prendre à la légère. Ensuite, il y a ce qu'on appelle vendre la vision. Alors, vendre la vision à qui? Déjà, vendre la vision, il faut avoir une vision. Se dire, ok, mais concrètement, si on projette l'espace-temps et on se retrouve dans 50 ans, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est un peu ce qu'on a fait avec Doctrine, c'est de se dire, ok, nous, notre job, c'est de mettre à disposition l'ensemble de l'information juridique, la rendre compréhensible pour que des professionnels puissent prendre des décisions et qu'il y ait moins de personnes qui soient condamnées, que le droit soit rendu de façon plus juste. Et quand j'y réfléchis, je me dis, ok, mais concrètement, est-ce que dans 100 ans, les personnes vont toujours vouloir rechercher de l'information juridique? Et on essaye toujours de se projeter hyper long terme pour dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait sens? Par exemple, est-ce que dans 100 ans, les personnes vont utiliser un moteur de recherche juridique, donc un search comme Google, pour trouver de l'information juridique? Je ne suis pas sûr. Je suis sûr que tout le monde va continuer à vouloir rechercher de l'information et avoir de l'information pour prendre des décisions. Est-ce que le médium, ça sera un moteur de recherche juridique? Pas sûr.
Est-ce que Google va exister dans 100 ans? Pas sûr. Et donc l'idée, c'est, dans la vision de la société, c'est de dire, ok, mais nous, on n'est pas un moteur de recherche juridique. C'est-à-dire que demain, on va peut-être trouver un autre médium par lequel on va distiller notre information. Et ça, c'est hyper important parce que si tout le monde dans votre société pense que vous êtes un moteur de recherche, le jour où il y a une nouvelle approche qui est développée et qui consiste en fait à envoyer toute l'information dont la personne a besoin par email, bah vous êtes mort, quoi. Vous n'allez jamais faire le switch. C'est un peu ce qui est arrivé à Kodak. Kodak, ils ont inventé les appareils photo, c'était l'une des plus grosses sociétés du monde, tout se passait bien, et puis ils n'ont pas vu ce switch vers le numérique, ils n'ont pas su le comprendre, c'était tellement loin de leurs activités, et ils ont périclité, quoi. Donc c'est important d'une part d'avoir une vision, important de la communiquer. Vous la communiquez à qui? Vous la communiquez à votre équipe pour qu'elle fasse des choix. Important d'avoir une vision et des valeurs, c'est que tout le monde peut s'orienter. D'ailleurs, quand vous êtes CEO, par exemple, moi, je refuse de plus en plus de prendre des décisions individuelles ou de répondre vraiment à des questions de façon très spécifique, et j'essaye d'y répondre de façon générique et avec des principes, souvent en utilisant les valeurs de doctrine, en disant ok, mais là, challenge de statu quo, ou liberté et responsabilité, etc., pour que la personne elle ait toujours cette North Star et elle soit capable de dire ok, dans toutes les décisions que je vais prendre, je vais utiliser ces grands principes. Parce que de toute façon, la personne, quand elle vient me voir pour prendre une décision, c'est peut-être 1% du temps, quoi. Donc la question, c'est comment moi, je lui explique comment 99% du temps, elle est capable de prendre des décisions à l'aune de la vision, la mission de la boîte, les valeurs. Ensuite, il y a un grand sujet qui est souvent, j'ai l'impression, critiqué. Alors, quand on recrute des gens chez Doctrine, je leur demande souvent, ok, mais comment c'est Doctrine par rapport à ton ancienne entreprise, parce que moi ça j'ai peu la vision. Je connais beaucoup de CEO qui sont mes amis, donc on en discute. Après j'ai du mal à voir ce qu'est une entreprise qui n'est pas Doctrine. En plus Doctrine, moi j'ai fondé Doctrine directement après mes études, c'est-à-dire j'ai jamais côtoyé d'autres modes d'organisation, des grands groupes, des administrations, etc. Et donc la communication, c'est un des plus grands sujets chez nous. On essaie d'avoir une communication les plus transparente possible envers tout le monde, que tout le monde connaisse les objectifs, où est-ce qu'on en est, l'état financier de la boîte, les grosses milestones. Et ça, c'est le job quasiment exclusif du CEO, c'est de bâtir une architecture de communication qui est efficiente au sein de Doctrine, par exemple. En gros, il ne suffit pas par exemple, tous les lundis matins, on fait un all hands meeting. Bref, il y a tout le monde. Et il y a différents intervenants qui communiquent à l'égard des employés. Okay, ça, c'est un élément de communication, mais ce n'est pas la communication en tant que telle. Ce qu'on attend du CEO, c'est de bâtir une architecture dans laquelle l'information transite de façon la plus efficiente entre les personnes, entre les départements, entre managers, etc. Et donc, par communication, je n'entends pas juste le CEO qui arrive devant les employés et qui dit « Ah ouais, voici les updates ». Ce n'est pas ça le rôle. C'est justement, s'il n'y a pas ça, est-ce qu'il y a quand même une bonne communication au sein de la boîte? Bon, vous avez communication aux employés, communication aux clients, c'est assez important, et souvent le CEO est l'image publique de l'entreprise. Vous voyez ça avec Steve Jobs, Apple, Larry Ellison, Oracle, Facebook, Zuckerberg, etc. C'est souvent la personnification de l'entreprise. Je pense que l'entreprise la plus personnifiée, c'est Bloomberg. Est-ce que quelqu'un connaît Bloomberg dans les services financiers? Bon voilà, Bloomberg, c'est le nom de l'entreprise et le nom du fondateur. Bon, il n'y a pas plus personnifié que ça, quoi. Et donc forcément, il est tout le temps en représentation devant les médias, devant les clients, etc. Et ça, c'est hyper important. Moi, ça me prend à peu près 30% de mon temps aujourd'hui, juste de la communication externe, journalistes, autres parties prenantes. Et c'est le rôle du CEO. Ça peut être assez chronophage, hein, si je prends l'exemple de la presse, vous répétez toujours la même chose. Avec certains prismes différents, mais voilà, ça prend du temps, et en attendant, vous ne bossez pas sur d'autres sujets, donc il faut savoir bien compartimenter et bien le faire. Après, il y a une autre question qu'on m'avait posée une fois, donc là, je vous ai donné les objectifs. Et sur une question qui est posée, c'est est-ce que tu nais CEO? En fait, il faut des aptitudes individuelles exceptionnelles, il faut ça, et donc du coup, une personne pourrait être CEO et une autre personne ne pourrait pas être CEO. Ou est-ce que tu deviens CEO, on va dire par l'expérience? Bon, alors moi, mon guess, c'est que tu deviens CEO. En revanche, il faut des caractères psychologiques qui permettent de résister à la pression et juste de ne pas t'écrouler dans le job. Et il y a un bouquin qui s'appelle Outliers, qui explique qu'il faut 10 000 heures pour devenir un top performer dans ta discipline.
Donc, par exemple, Bill Gates, il a commencé tellement tôt à développer, il a fait ses 10 000 heures de façon tellement effective que quand il avait 25-26 ans, il était hyper fort, il était au-dessus de tout le monde. Si tu veux être Usain Bolt, bon bah voilà, il va falloir pratiquer 10 000 heures où tu es au niveau top mondial, et après bon, bah, des milliers d'heures pour être le numéro 1. Et donc, la problématique quand même avec SEO, c'est que si tu veux, c'est pas vraiment comme l'informatique, entre guillemets, ou l'informatique, ou le violon, où tu peux jouer tout seul. Si tu veux pratiquer tes 10 000 heures de SEO, il faut déjà que tu sois SEO. Et ça, c'est le plus grand dilemme. Il y a un article d'Andreessen Horowitz à ce sujet. C'est qu'en fait, la seule façon d'apprendre à être SEO, c'est d'être SEO. Donc c'est assez compliqué, c'est quelque chose que tu ne peux pas l'apprendre autre part, parce que tu peux apprendre peut-être, je sais pas, le management, les bilans financiers, mais de subir la pression psychologique en permanence, le choix, les moments difficiles, ça, la seule façon, c'est de le faire. Donc finalement, tu step up dans le job parce que tu as voulu fonder une société et il y avait 3 personnes, et il y en a un, c'est le CTO, l'autre qui s'occupait du produit, et toi c'est le CEO, et tu pensais que ça fait sens. Tu commences comme ça, et là tu découvres, je pense, assez rapidement si tu vas tenir dans la durée. Parce que c'est un marathon qui veut peut-être prendre 10 ans, 20 ans. La question c'est quand est-ce que toi, tu vas t'effondrer. Parce que je vais y venir au niveau des difficultés. C'est quand même un job qui est peu enviable. Je sais qu'il y avait Elon Musk qui faisait une interview, et le journaliste lui disait « Ah là là, mais tout le monde rêverait d'être Elon Musk, vous envoyez des fusées, vous êtes CEO de je sais pas quoi. » Et le mec le regarde, il devient tout blanc, et Elon Musk lui dit « Mais vous êtes malade, personne au monde aimerait être moi en fait, et faire ce que je fais. Personne, si je lui expliquais concrètement ce que je faisais. » Et je pense qu'il a raison. Si il y avait Elon Musk ici, et Zuckerberg qui se mettait à nous déclarer le quotidien et la pression qu'ils prennent, imaginez-vous Zuckerberg 2 minutes, personne ne lèverait la main. Personne ne lèverait la main. Donc la question c'est comment, dans un job où si quelqu'un t'expliquait vraiment ce que c'était, tu dirais non, comment tu arrives à te maintenir et à devenir... parce que Zuckerberg, concrètement, quelqu'un lui aurait expliqué ce que c'était d'être CEO de Facebook, le gars il aurait dit non. Aujourd'hui il y est. Donc la question c'est comment il a fait, quelles difficultés il faut surmonter. Bon, les difficultés, je vous en liste, pareil, j'ai pris une liste qui a été publiée par Andreessen Horowitz, un des plus gros fonds d'investissement de la planète. Il y avait notamment celui-ci qui est assez drôle, c'est le CEO Psychological Meltdown. Et on prend une allégorie de Fight Club, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Dans ce film, la règle numéro 1, donc Fight Club, ils organisent des combats clandestins, et la règle de numéro 1, c'est de ne pas parler de Fight Club, donc de ne pas parler des combats clandestins. Et il fait l'analogie avec la position de CEO et la difficulté psychologique, c'est que la règle numéro 1, c'est que tu n'en parles jamais. Et d'ailleurs, quand tu vois des CEO, tu peux rarement voir que ça ne va pas dans leur vie, que le mec il dort pas la nuit, il peut peut-être en parler. Je ne sais pas, vous avez vu Teddy de Hitch, apparemment, ce mec est vraiment très très fort. Quand vous le voyez, dites ok, tout va bien, mais il est quand même passé par des cases hyper difficiles. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très très fort en tant que CEO. Mais au-delà de ça, la personne ne va jamais se confier à vous. Par contre, ce qui est un peu drôle, c'est que quand vous regroupez avec des CEO autour d'une bière, d'une pizza, etc., que vous relâchez un peu la pression, putain, là tu vois le drame psychologique dans chacun des individus, c'est choquant, quoi. Et puis, parfois tu vois des gens qui sont détruits psychologiquement, quoi, qui sont tout en bas, et on y reviendra plus tard, mais comme c'est un job où tu es fondamentalement seul, c'est compliqué de remonter la pente, et c'est ça à mon avis qui fait si tu es bon ou pas pour ce job. Bon, tout ça pour dire que c'est difficile psychologiquement parce que, je vais y venir, il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a nobody to blame, c'est-à-dire que souvent quand ça ne va pas, tu peux toujours accuser quelqu'un, entre guillemets. Il y a le contexte, il y a le marché ou je ne sais pas quoi, mais souvent dans une entreprise, tu dis ouais mais attends, c'est clairement la faute du marketing. Ou non mais attends, c'est la faute du produit. Ouais, c'est la faute de ce mec. Tu peux le dire oralement, bon, c'est un peu... Nous, chez Doctrine, c'est très mal vécu, quoi. Si quelqu'un dit c'est pas ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre, c'est le pire truc que tu puisses faire, quoi. Parce que comme tu n'assumes pas ta responsabilité, c'est très très mal vu. Et au moins, même si tu ne le prononces pas à l'oral, tu peux le penser. Quand tu es CEO, en fait, c'est impossible de le penser. Tu peux pas dire, tout est de ta faute. Parce que l'organisation, on va dire, pour simplifier, c'est une pyramide, tu es au-dessus, il n'y a personne au-dessus, quoi. C'est tout le temps de ta faute. Tu ne peux pas dire c'est le board, tout est de ta faute. Et ça, c'est vraiment très, très personnel, mais quand on n'arrive pas à recruter, je sais pas, une personne chez Doctrine, quand il y a un manager qui a trop de direct report, quand il y a un truc qui foire en marketing, moi je me dis tout le temps, putain, c'est de ma faute. C'est de ma faute si ça va pas.
Et ça, c'est impossible, ça sera tout le temps comme ça ne va jamais changer. Quand bien même vous étiez externe à ce qui s'est passé, à la fin, l'échelon final, c'est vous, et donc ça, il faut être capable de l'assumer. Quand je vous dis que c'était un job dans lequel tu es seul parce que dans une boîte, vous savez, il y a des moments où ça va très bien, c'est des grands pics très hauts, et puis il y a des moments où ça va pas du tout. Je ne sais pas, vous avez plus d'argent pour payer les salaires, il y a des décisions extrêmement difficiles à prendre, enfin bref, ça va pas du tout. Et bien là, fondamentalement, vous êtes seul. Parce que vous n'allez pas en parler aux gens qui sont autour de vous, parce qu'à la base, vous êtes un leader. Donc le leader, il ne va pas s'asseoir à côté, je sais pas, de ses execs ou même de certains de ses employés et dire « Putain, les mecs, là, ça va pas. Oh, je ne sais pas quoi faire. C'est horrible. Je ne sais pas quelle décision je vais prendre, pile ou face. De toute façon, c'est la peste et le choléra. J'en peux plus. Moi, je dors pas la nuit, quoi. » Ça marche pas. Parce que tu fais ça, tout le monde se barre, quoi. Et c'est fini, en fait. Et donc, tu dois toujours être fort et tu ne peux pas te confier. Alors, tu ne peux pas te confier aux gens qui sont dans la boîte. Tu peux peut-être parler au board, aux investisseurs, etc. Mais ça ne fonctionne pas trop parce que un investisseur ou un board qui te voit tous les quarters, il y a assez peu d'informations sur techniquement comment ça se passe à l'intérieur de la boîte. C'est quoi la culture, comment ça évolue. Et si tu veux le mettre au courant de tout ce qui s'est passé dans l'optique de prendre la décision, c'est trop tard. Ce qui compte, c'est prendre des décisions rapidement et trancher. Donc finalement, tu es seul. Tu peux te regrouper vers ta famille, etc. Mais pareil, ils ne vont pas t'aider à trancher et juste te dire bon, bah, je te soutiens, etc. Ça va pas apporter grand-chose. Et donc c'est un job où tu es tout seul. Il y en a d'autres. J'ai vu que Barack Obama, il avait fait une longue interview un jour et quelqu'un lui disait mais ah là là, qu'est-ce qui est si difficile d'être président des États-Unis, etc. Et le mec disait bah, tu es tout seul. Enfin, la phrase était mieux formulée. Il disait tu es entouré de tout le monde et tu es tout seul. Tu as autant de conseillers que tu veux, mais finalement, quand il faut prendre une décision entre A et B, des décisions vraiment difficiles, il n'y a que toi qui peux les prendre. Et après, tu dois assumer les conséquences, c'est-à-dire que ça va être peut-être mal perçu par les personnes en interne, par les personnes en externe, et il va falloir l'assumer. Et ça, c'est l'une des plus grandes difficultés du job. Et pour les personnes, en plus, quand tu prends une décision difficile, et que tu as raison, mais on va dire dans 4-5 ans, c'est compliqué, quoi. Quand tu es Steve Jobs, tu arrives à Apple, etc. Enfin, tu te fais virer, tu reviens, tu vires la moitié de l'équipe R&D, tu relances des nouveaux produits auxquels personne ne croit, ça marche pas, et puis tu dis non, c'est par là où qu'il faut aller. Bon, bah, le gars, il est détesté, quoi. Évidemment, 5 ans après, ah bah ouais, c'est un génie, tout ça. Mais en attendant, à passer 5 ans, ça devait pas être top, quoi. Donc tout ça pour dire que c'est un job où il y a des difficultés psychologiques. En fait, tu ne peux pas t'arrêter d'y penser. En plus, quand tu penses que tout est de ta faute. Et comme le job du bon CEO, c'est de résoudre des problèmes qu'il y a dans l'organisation, tu penses rarement aux choses qui vont bien. Parce que pour faire avancer, et c'est ce qu'on fait beaucoup chez Doctrine, c'est que pour avancer, grosso modo, il faut prendre des problèmes, casser les problèmes, trouver des solutions. Et donc te concentrer sur ce qui va bien, les éléments positifs, bah, ça n'amène pas de croissance, ça ne fait rien, enfin, la boîte elle ne bouge pas. Donc tu es sans cesse en train de te poser des questions, de te torturer l'esprit sur des problèmes, et ce qui fait que ouais, bah, c'est difficile de dormir la nuit, parfois, enfin, bref. Et ce qui fait que c'est assez difficile, et c'est pour ça que parfois il y a des gens, vous voyez, qui, sans donner d'exemple, mais qui collapsent, quoi. Enfin, du jour au lendemain, ils sont en burn-out et ils n'y arrivent plus. Et donc ça, c'est vraiment ce qui rend le job unique. Donc de quoi le CEO a besoin pour résister, je dirais il a besoin de feedback. Alors pour une raison qui est assez simple, je vous l'ai dit, mais quand vous êtes CEO, vous êtes le dernier à savoir. Par exemple, chez Doctrine, on a des bureaux 24 rue du Mail. Dans Paris, on a 5 étages. Je pense sincèrement que s'il y avait le feu dans les bureaux, je serais la dernière personne au courant. Parce que tu aurais toute l'organisation qui fonctionne bien, avec chacun qui se dit « Ok, on va résoudre le problème. Ouais, on va résoudre le problème, on va appeler les pompiers, on va commencer à l'éteindre, etc. » machin. Et tu aurais des gens qui vont venir voir et dire « Bon, il y a un peu de la fumée, t'inquiète, c'est sous contrôle. » Et normal, leur job, c'est de prendre des décisions et de résoudre des situations et de m'alerter, entre guillemets, qu'au moment fatal. Mais au moment fatal, c'est quand il y a le feu partout et c'est compliqué. Et donc, vous êtes le dernier à savoir. Et par exemple, il y a des situations enfin, people avec certaines personnes ou quand il y a des trucs qui ne marchent pas, le jour où vous comprenez que ça ne marche pas, il s'est passé un temps plus ou moins long. Mais en tout cas, je ne sais pas, il y a des problèmes en sales, mettons. Bon, où il y a des sales qui disent « Ok, en fait, c'est plus possible de vendre de cette manière. » Et ben, entre le moment où la personne va le comprendre sur le terrain, va le formuler à, mettons, son manager, et à plusieurs fois, et là le manager va comprendre que ah ouais, non, c'est vraiment un big pain, qui va le formuler au VP, et le VP qui dit c'est ce que j'en parle, machin,
putain, il s'est passé 3 semaines et c'est foutu. Et donc tu as besoin de feedback au quotidien de tout le monde. Moi par exemple, je déjeune avec un employé au hasard chaque midi. On discute un peu de la boîte et c'est souvent là où j'ai le plus d'informations utiles pour faire mon job. Juste en déjeunant avec des personnes. Je vais pareil à la machine à café, j'ai 2 endroits dans la journée où je vais à la machine à café, j'y vais essentiellement pour discuter avec des personnes de façon random et avoir de l'info, parce qu'en fait à la machine à café, tu as des gens qui disent « Ah ouais, mais en ce moment, ça se passe comme ça sur le marché ». Et là en fait tu viens d'avoir le signal dont tu avais besoin pour prendre une décision ou pour penser un peu plus long terme, et donc c'est la seule façon de l'avoir. Et donc il faut entretenir cette logique de « donnez-moi des feedbacks tout le temps ». Et ce que les gens font peu, vous verrez, parce que du fait que vous êtes le CEO, le rapport change. Je vous donne un exemple. J'arrive un lundi matin chez Doctrine. Bon, j'arrive, il est 7h30, et là je croise les personnes qui font le ménage. Bon, on discute, etc. On discute 15 minutes, leur vie, les transports, ah c'est un peu galère, je sais pas quoi, l'alarme, enfin bref, on discute. Et elle me dit, ok, mais vous faites quoi chez Doctrine? Et je dis, je suis président de la société. Et là, il y a eu un avant et un après. Elle a changé, elle me parlait plus. Je posais les mêmes questions avec le même sourire, avec ma même tasse Doctrine, avec mon café, elle ne me répondait plus. C'était un peu l'élément de langage, elle voulait partir quoi. Et ça, donc là c'est le cas ultime, mais en fait c'est comme ça avec tout le monde. Et avec une personne dans l'organisation, je sais pas, chez Doctrine, elle se dit ah ouais j'ai quelque chose à dire. Est-ce que je vais en parler à Nicolas? C'est vraiment un truc complètement random, etc. C'est souvent très random et très petit. Et donc, forcément, elle ne veut pas te déranger. Et là, tu n'as pas l'information. Donc, et même quand la personne a quelque chose de... Elle sait que là, il faut vraiment en parler. Je peux vous dire que quand bien vous êtes accessible, moi j'ai mon bureau en plein milieu de l'open space, dans nos open space. Je suis au milieu de tout le monde. Il faut juste taper sur mon épaule. Mais pour autant, voilà, faire l'action de déranger, de dire ok, j'ai vraiment ce sujet, je ne sais pas si c'est important, mais voilà. Et donc là, le rôle en tant que CEO, c'est de toujours valoriser le feedback. Enfin, la seule réponse utile quand quelqu'un vous dit quelque chose, c'est merci beaucoup d'avoir fait ça. Même si ce qu'on vous dit, c'est complètement inutile, ça vous ne sert à rien, c'est faux, enfin, je ne sais pas. Même si la personne vous insulte, vous dites franchement merci d'être venu me voir. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez entretenir une culture où plus personne ne va venir vous voir et ça sera extrêmement mauvais. Bon, avoir des bons investisseurs, ça peut aider. Donc je l'ai mis dans la liste, c'est dans la liste des best practices. Effectivement, si vous avez des investisseurs qui vous supportent dans les moments où ça ne va pas, parce que dans les moments où ça va, tout le monde vous supporte. C'est bien, ça brille, je sais pas, vous avez levé des fonds, vous êtes en vogue, etc. Je peux vous assurer que quand vous êtes en dessous, là, quand ça va plus du tout, que je sais pas, il y a de la mauvaise presse sur vous, mais plus personne, vous êtes l'ami de plus personne. CEO aussi, il faut se rendre compte, vous êtes l'ami de tout le monde. Et moi, je sais, c'est une blague en interne chez Doctrine, mais il y a souvent des gens qui viennent me voir et me disent « Ouais, j'ai vu cette personne, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle te connaît et que vous êtes potes. » À chaque fois, je regarde la personne, je dis « Mais attends, mais je ne connais pas du tout. » Mais voilà, vous êtes spontanément souvent l'ami de tout le monde, ou les gens veulent être votre ami, ou je sais pas, les journalistes sont sympas avec vous, tout ça. Jusqu'au moment où vous êtes en dessous, et là, il faut bien comprendre, il n'y a plus du tout personne. Donc si vous êtes quelqu'un si vous êtes un CEO qui vit à travers du regard des autres, vous avez besoin de briller, vous avez besoin de je sais pas quoi, ça va pas le faire quoi. Parce que quand vous êtes en dessous et que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'avez plus d'amis, là ça va être un peu compliqué. Alors que les investisseurs, ça peut aider. C'est des gens qui sont vraiment supportifs quand ça va pas et qui disent ok, moi je crois à la vision long terme, au truc, ouais c'est un moment difficile à passer, mais on est derrière toi. Enfin rien que des paroles, ça peut vraiment vous aider. Dans la liste, il y avait aussi se faire des amis. Bon, c'est un peu particulier, mais c'est un job qui est tellement prenant que finalement c'est difficile d'avoir du temps pour soi. Moi, quand je regarde mon agenda, voilà, je commence lundi, je vous l'ai dit, je finis le soir généralement assez tard. J'ai peu de place pour ma vie privée. Alors en plus, pire, j'en accorde moi-même assez peu. Donc finalement, il faut faire attention de toujours avoir quand même un cocon de personnes qui sont suffisamment proches de toi, parce que quand ça va pas aller et que tu vas être tout seul chez toi et que ça va être très difficile, tu as quand même besoin de quelqu'un qui vienne et qui dit ok, on est potes, il n'y a pas que ça dans la vie, t'inquiète, ça va aller. Et ce qui fait que le lendemain, tu vas te lever, tu vas aller devant les équipes et tu vas résoudre tous les problèmes. Mais si tu n'as pas ce cocon qui peut être les amis ou la famille très très proches, les vrais, ça peut être très difficile. Et donc ça, on en discute souvent entre nous. Mais il faut vraiment avoir un ou deux potes dans lesquels tu sais que tu as vraiment confiance, peu importe ce qui va se passer.
il y avait aussi ça qui est concrètement quand tu es CEO, donc il y a un truc qui est difficile, c'est que tu penses tout le temps à la boîte. Moi je pense tout le temps à la doctrine. C'est impossible de m'arrêter. Impossible. Alors j'étais comme ça aussi quand j'étais jeune, mais là c'est vraiment particulier, quoi. Je pense mais qu'à ça, tout le temps, à n'importe quel moment. Et le peu de moments où je déconnecte, je suis fatigué, je sais pas quoi, je suis à un anniversaire avec des personnes, il suffit qu'une personne mentionne quelque chose qui est dans mon univers, je fais du droit, j'aime la technologie, je fais je sais pas quoi, ok, un truc que stupide, je vais direct me mettre. Dès que ça me stimule un petit peu, je sais pas, les gens commencent à jouer aux cartes, alors là, des trucs comme ça, je me dis putain c'est un challenge, ah ouais le challenge en fait c'est doctrine et c'est impossible. Et tu y penses tout le temps. Alors moi je pense que c'est compulsif. Il y a peut-être un autre problème par ailleurs. Mais ce qui est très utile, c'est de mettre ce que vous pensez sur papier. Et alors ça, vraiment, c'est game changer. Hein. Et vous mettez sur papier, et maintenant, moi, je le communique à différentes personnes de l'équipe. Je dis, OK, j'ai pensé ça, ça vaut ce que ça vaut, je l'ai pensé à tel moment, etc. Et franchement, c'est très utile, parce que souvent, ce travail perpétuel, si vous le couchez sur papier, ça aboutit à des résultats qui vont vous aider à progresser. Et si vous ne faites jamais cet exercice, en fait, ça reste dans votre tête. Et ce qui est la particulier aussi, c'est que vous y pensez tout le temps. Donc, il y a un moment, c'est très clair pour vous, mais c'est clair pour personne. C'est pas clair pour les investisseurs, c'est pas clair pour les employés, c'est pas clair pour votre team, etc. Donc, c'est très important de l'écrire. Et moi, j'envoie régulièrement des notes à certaines personnes dans la boîte, ou parfois même à toute la boîte. Bon, ça, c'est hyper important. C'est focus on the road and not the wall. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, vraiment, souvent il y a des murs, quoi. Souvent, voilà, ça marche pas, quoi. Vous êtes en plein dans le mur, et là, c'est là où il faut être très bon en tant que CEO, c'est que souvent, les gens se concentrent sur le mur, parce que les gens, ils ont la tête dans le guidon, ils font leur travail, et là, bam, il y a un énorme mur, et ils se disent, ok, c'est plus possible. Ils perdent espoir ou ils se projettent pas. Et en fait, tout le job du CEO, c'est de se dire, ok, mais c'est pas le mur, quoi. C'est la route. Le mur, c'est un obstacle. On va en passer un, on va en passer deux. On va être optimiste. Et ça, je pense, c'est une qualité individuelle d'être optimiste et de voir un peu long terme, parce que quand vous n'arrivez pas à recruter, je sais pas, un VP ou il y a certaines personnes qui vont dire non mais c'est impossible, ça marchera pas, et qui vont être dans cet élan de négativité, qui vont pas se rendre compte qu'en fait tous les gens autour d'eux, ils vont se dire ah bah ouais il y a un mur, c'est fini. Et en plus, un des leaders a dit qu'il y a un mur, ok, du coup, on ne va pas être capable de passer l'obstacle. Et le rôle du CEO, c'est de dire, ok, intéressant, ouais, effectivement, il y a un mur, on va le passer, il y a une route, on va s'améliorer, etc. Et ça, c'est intéressant parce que les gens eux-mêmes, je dis, ils se mettent des barrières mentales et c'est des showstoppers. C'est, ah non, j'y arriverai pas, c'est fini, on arrête d'y penser. Et quand bien même ils se disent, bon, il faut quand même essayer, si tu es dans l'état mental de, on va pas y arriver, c'est sûr que tu vas pas y arriver, quoi. Et en plus, quand tu veux construire une compagnie, une société, en sorte que ça soit un géant mondial dans quelques années, il faut être sacrément optimiste, quoi. Sacrément optimiste, sacrément ambitieux, et tu n'as pas besoin de gens négatifs, et tu n'as pas besoin de gens qui sont des showstoppers et qui se disent non, j'y arriverai pas. Et en fait, c'est naturel, tout le monde est comme ça à un moment donné, mais c'est le rôle du CEO de dire non, mais on va passer l'obstacle et on va parler du coup d'après, quoi. Bon, et l'une des choses les plus importantes, c'est decision making. C'est là où on vous attend le plus. C'est, je vous ai dit, dans le 1% des décisions qui sont vraiment ce que le CEO doit faire. Des décisions où vraiment personne ne peut trancher. Là, il faut trancher. Sachez que vous allez toujours trancher en information imparfaite. Alors, il y a deux choses. Vous pouvez toujours demander au sein de votre organisation, ok, donnez-moi ces infos. J'ai besoin de ces infos pour décider. J'ai besoin de ça. Comme ça, je comprends, je ressens un peu la situation et je fais un choix logique. Mais vous n'aurez jamais l'information parfaite. Et comme la vitesse compte plus que juste prendre le temps d'avoir la bonne info et trancher, même la qualité des décisions, il y a un moment, il faut juste y aller, il faut dire ok, go, on va dans cette direction, on commit, on est à 200%. Et voilà quoi. Et ça, c'est difficile parce qu'en plus, en tant que Français, à la différence d'un Américain qui est extrêmement bourrin, qui est là, ok, on y va, go, machin, on décide. Nous, en tant que Français, c'est vrai qu'on aime bien un peu se réunir, regarder les trucs, regarder les chiffres, machin. Et souvent, tu te fais happer en disant, ouais, peut-être si on avait plus d'informations, on pourrait prendre une meilleure décision, tout ça. Et c'est difficile de s'arrêter et de dire, ok, top, on décide, on va dans cette direction, point barre. Donc, la compétence de decision making, elle est hyper utile. Bon, du courage, je vous en ai un peu parlé, mais Teddy de Hitch a dû vous l'expliquer peut-être mieux que je ne le ferai moi. Il y a vraiment des cas où
où plus personne n'y croit, ou alors c'est très difficile et il faut être très courageux, quoi. Et Doctrine, un peu comme Hitch, un peu comme les entreprises comme Airbnb, un peu comme Uber, un peu comme Netflix, quand vous vous attaquez à des mastodontes, Free par exemple, et les opérateurs téléphoniques, qui ont des positions oligopolistiques, qui sont très gros, qui sont là depuis des centaines d'années, qui peuvent être extrêmement agressifs à votre rencontre, il y a un moment, il faut être courageux et c'est ça qui fait la différence au sein de vos équipes et juste pour la boîte, quoi. Et enfin, c'est le dernier, et j'en terminerai par là, c'est peut-être le plus important, mais quand tu discutes avec plusieurs CEO qui pour eux sont complètement à la phase 3, je parle notamment le CEO de Criteo, etc., quand tu leur demandes comment ils ont fait pour réussir, et bien de façon surprenante, non, pas tant que ça, mais ils ne te parlent pas de le choix stratégique qu'ils ont fait à un certain moment, la personne qu'ils ont recrutée au bon moment et à quel point c'est des génies d'avoir compris leur marché et d'avoir fait ce type de produit, etc. Et les mecs, ils te parlent d'une seule chose et ils te disent j'ai pas quit, je suis pas parti, j'ai pas abandonné. Et en fait, il y a tellement de cas où ça serait plus facile d'abandonner et où ça serait même rationnel d'abandonner. Et c'est ça, je pense, qui fait la différence entre être bon et être très bon, c'est d'être commit et te dire c'est jamais un choix que d'abandonner. Après, ça va venir naturellement à ton esprit à certains moments où c'est très difficile, et c'est là où il va falloir être capable de dire ok, non, c'est mort, j'abandonnerai pas. Une personne qui est à mon avis très forte pour ça, même si aujourd'hui il est très décrié pour d'autres choses, qui est Travis, le CEO de Uber. C'est quand même un mec qui a fait 2-3 entreprises avant, où il est allé jusqu'au burn-out. Donc là, on est face à un mec qui a jamais quitté jusqu'au moment où son corps a lâché et il a dû abandonner. Ok. Et après sur Uber, je pense qu'ils ont gardé un peu cette même ADN. C'est quand même une entreprise qui s'est fait interdire de San Francisco, sa ville d'origine, après 2 ans, qui avait plein de problématiques. Et le mec à aucun moment il s'est dit, à aucun moment il a craqué au point d'abandonner, toujours renvoyé. Et ça, c'est ce qui fait vraiment, je pense, la différence, quoi. Il faut vraiment se commit à 200%. Et si tu te dis, à un moment donné, je vais arrêter, c'est mort, quoi. Parce que quand bien même tu le fais pas, ça va être trop fort dans son... Si tu te gardes la possibilité, je pense, de te dire, si ça va vraiment très très mal, j'arrête. C'est-à-dire que quand ça va très très mal aller, tu seras plus enclin à prendre cette décision qui est pas une décision stupide parce qu'elle est sûrement rationnelle, mais en tout cas, c'est pas la décision qu'il faut prendre pour réussir. Merci beaucoup. J'en profite pour vous laisser je vais répondre à toutes vos questions. Et sinon, vous avez mon adresse email qui est nicolas@doctrine.fr. On n'a pas fait dans l'originalité pour ça. Et vous avez aussi doctrine.fr/job. Je vous l'ai dit, on va recruter 80 personnes cette année. Donc on a tous les postes, on recrute à peu près partout. Et donc si vous allez sur doctrine.fr/job, vous allez avoir toutes les opportunités pour rejoindre Doctrine et en savoir plus sur la culture de la boîte, comment on bosse. Voilà, ça peut vous intéresser. Merci, c'était super inspirant. J'ai une question par rapport à la gestion du stress. Très concrètement, en fait, quelles sont tes routines pour gérer le stress? Est-ce que c'est tu as parlé des amis, est-ce que c'est le sport, la méditation, la drogue, l'alcool? Ouais. Voilà. C'est pas la drogue, l'alcool, c'est peut-être une solution, en tout cas, c'est pas la mienne. Moi, je bois pas, je fume pas, je ne me drogue pas, donc j'ai un mode de vie quand même extrêmement sain. Je pense que c'est utile. Hein. Et tu remarqueras que quand tu discutes avec plusieurs CEO qui sont un peu des boîtes au niveau de Doctrine, 80 salariés après 3 ans, qui ont des projets de doubler, c'est souvent des gens qui ou avaient un mode de vie très très sain dès le début, ou qui switchent vers un mode de vie sain. Ils arrêtent de fumer, ils arrêtent de boire, etc. Parce que sinon c'est trop compliqué. Donc voilà, donc je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas, c'est illégal d'ailleurs. Sanctionné par le code pénal, je vous invite à regarder sur Doctrine. Au-delà de cet aspect, il y a plein de trucs. Par exemple, moi, j'essaie de dormir 7 heures par nuit minimum, et ça, je me mets vraiment hors de question de faire une nuit blanche. Je sais que ça va trop altérer ma productivité sur les jours suivants. Et pire encore, moi, quand je dors pas, comme vous, je suis fatigué, mais en plus, j'ai l'impression de prendre plus le stress, quoi. Et ce qui est pas bien quand tu prends le stress en tant que CTO, c'est que CEO, c'est que souvent tu vas la redescendre aux gens. Tu es stressé.
bam, tu vas l'envoyer aux gens, une personne, je sais pas, au VP Sales, qui lui va l'envoyer sur son manager, qui va l'envoyer sur le sales, qui va l'envoyer au client, quoi. Donc bon, il faut éviter. Donc voilà, je fais toute ma routine, c'est ça. Je dors, je mange équilibré, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine le matin, et voilà quoi. Merci Nicolas pour cette intervention. Moi, je suis entre la phase 1 et la phase 2. Et il y a un sujet qui est hyper important, c'est la question de l'ego. Ouais. Et moi, la difficulté que j'ai, c'est que je me sentais vachement valorisé, je faisais un peu de tout, etc., comme tu disais. Et le jour où tu dois où je me fais d'ailleurs virer par mes propres salariés, c'est qu'à la fin, ce qui est difficile, c'est que je ne sais plus quel est mon rôle, quelle est ma valeur dans la boîte. Et c'est vachement dur de retrouver une sorte de base. On se dit, mais à quoi je sers? C'est une question que je me pose en permanence. Et comment toi, tu as fait la transition entre cette phase 1 et phase 2, même pour toi en tant qu'individu, en fait? C'est très compliqué. C'est valable pour le CEO, c'est valable aussi pour d'autres positions comme le CTO, et enfin toutes les personnes qui sont les fondateurs de l'entreprise et qui sont là au début. Bon, l'ego, c'est hyper important. La problématique étant que tu fais bien ton truc, tu es un bon individual contributor, tu sais que c'est toi qui fais progresser la boîte, notamment par tes actions. Tu es reconnu par tes pairs pour ça, donc ça c'est un peu le côté ego, et tu as du mal à lâcher prise. Tu as du mal à lâcher prise pour ton ego personnel parce que tu sais que tu es bon, c'est ça que tu veux faire, et tu as du mal à lâcher prise parce que les gens te projettent dans ce rôle, et en fait si tu n'as plus ce rôle, bah, tu n'existes plus. Et là pour l'ego, ton ego en prend un coup. Moi, j'ai plein de défauts, mais pour l'ego, je ne pense pas en avoir beaucoup. Ça ne m'a pas posé problème. C'est-à-dire que quand je suis parti de tâches, d'une part j'avais conscience que c'était mon rôle, mais ça ne m'a pas gêné outre mesure. Donc tu vois, moi je ne suis pas la personne, parce que moi je ne suis pas un micromanager. Je suis vraiment très macro. Et donc j'aurais jamais cette attitude, parce que c'est pas inné en moi, d'aller voir une personne en produit et lui dire non mais attends c'est ça qu'il faut faire, ou de courir sur le mec au marketing et dire non 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 fais ça fais ça fais ça fais ça, ce qui est une vraie problématique. Donc moi j'ai pas ça. Après il y a l'autre partie de ta question qui est en fait quel est mon rôle. Là c'est difficile, c'est quand tu n'as pas de rôle en fait. Mais quand tu n'as pas de rôle, eh ben les gens ne te situent pas dans l'organisation et tu n'existes pas entre guillemets quoi. Et là, l'erreur la plus fondamentale, mais qui est la plus humaine, c'est de se trouver un rôle que tu connais déjà, et tu retournes, je sais pas, tu retournes à faire le commercial, ou tu retournes à faire le marketing, ou tu retournes à faire le produit, parce que tu dis, ok, c'est là où on m'attend, là j'ai un rôle, là c'est segmenté, et je peux performer, les gens vont trouver que je suis bon, etc. En fait, c'est l'erreur à ne pas faire. Plutôt, l'unique rôle, c'est de trouver quelqu'un, le mettre dans la place, et dire, ok. Et après, l'homme power. D'ailleurs, moi, je vois souvent l'organigramme de Doctrine. Prenons l'organigramme d'une organisation, c'est pas tout à fait pyramidal, mais vous voyez le concept, tu as le CEO en haut. J'aime bien voir la chose retournée et dire, ok, en fait, c'est moi, tout en bas, du coup, qui reporte à toutes les personnes. Donc, comment je peux faire pour empower les personnes, qu'elles prennent de meilleures décisions, qu'elles soient plus heureuses dans leur job. Mais en tout cas, c'est une des erreurs communes, c'est tu veux te sentir utile, donc forcément, tu sautes sur une problématique qui est un peu inutile, mais voilà, tu te sens utile en faisant ça, quoi. Bonjour et merci pour cette conférence. C'est vraiment dingue l'effet miroir de ces situations que tu décris. Je suis en plein dans la phase 1, je passe dans des états de conscience, des états de nerfs, des états de joie. C'est des montagnes russes, c'est un truc de dingue. C'est des horaires de folie, je me retrouve vraiment là-dedans et je suis face à une problématique. Et alors voilà, j'ai levé des fonds avec des business angels aux États-Unis, pour la plupart d'entre eux, et un petit peu en France. Et j'ai un produit qu'on a un peu développé dans le garage, en fait. C'est-à-dire qu'on a assemblé des briques, on ne s'est pas trop formalisé avec l'ergonomie, avec la UI, parlons même pas de l'UX. Mais le truc marche et il fonctionne même vachement bien. On a une vision, on a une communauté, on a bien avancé. Et maintenant, il faut monter une équipe pour donner une valeur à la boîte, pour mettre en place des process dont on parlait tout à l'heure. Et le problème, c'est que comme jusqu'à présent on faisait tout nous-mêmes, on faisait bosser des freelances par-ci, par-là. Et à chaque fois qu'on prend des freelances, faut lui réexpliquer, il faut que le mec se remette dans le code, ça prend un temps dingue, et il faut les caster, il faut vérifier, on se plante, on perd de l'argent, c'est un coût. Mais en même temps, il faut continuer à avancer. Et il y a cette espèce de momentum-là, où on doit recruter, où ça prend du temps de recruter des gens. Le recrutement, c'est une galère inimaginable, je n'aurais jamais imaginé ça. Et parce que on dépense de l'argent avec des freelances, mais en même temps, il faut avancer et il faut engager des mecs. Et
Voilà, c'est vraiment le point d'orgue. Je suis un peu perdu là-dessus. Pour, chez Doctrine, on a toujours refusé d'embaucher des freelances. Pour une raison qui est très simple, le plus difficile, et c'est ce que je pense que tu sens un peu, d'en bâtir une société, en fait, c'est bâtir l'organisation avec les gens. Et d'ailleurs, souvent, en fait, une société, c'est rien de plus qu'un ensemble de personnes qui ont un objectif commun. Mais il n'y a rien de plus que ça. Après, tout le reste, etc. Bon, si ça ne va pas au niveau des gens, ça ne marchera jamais, quoi. Si les gens qui font le produit ne sont pas heureux, bah, ils vont faire un produit pour les gens malheureux aussi, quoi. Ça ne marchera pas, quoi. Et donc d'ailleurs, moi, quand je regarde la boîte, j'ai 2 indicateurs clés. Je regarde en gros la croissance de Doctrine, mais qui m'indique juste est-ce qu'on atteint, est-ce qu'on croit, est-ce qu'on va de plus en plus vite, etc. Et je regarde un indicateur People, c'est des questionnaires anonymes qu'on envoie à tous les salariés où ils vont noter la boîte, où ils vont noter leur manager, et je regarde ça. Et je sais que s'il y a une team qui est un peu en dessous, ou certaines personnes, je sais que de toute façon, on va avoir un problème dans cette zone-là, quoi. Dans ce cas-là, j'imagine que ça vaudrait le coup de ralentir un petit peu les ouais, développements, le calendrier de développement et de passer plus de temps. Mais ça vaut le coup de ralentir, mais à 2000%. Enfin, concrètement, le plus difficile, c'est de recruter les bonnes personnes et de faire travailler ensemble ces bonnes personnes-là. Et oui, recruter une personne pendant 4 mois, je sais pas, ton développeur back-end, ton sales, c'est compliqué. Mais en même temps, si tu passes pas par là, en fait, ça marchera pas. Évidemment, avec un freelance, il va faire du travail, tu auras le sentiment que ça a avancé, mais là, c'est court terme versus long terme. Il faut toujours privilégier le long terme sur ces sujets. C'est qu'en fait, le freelance, à un moment donné, il va partir. Il va développer, par exemple, mais sans jamais penser à la maintenance de son code. De toute façon, il s'en fout parce qu'il est payé sur la delivery. Donc, il ne pense pas jamais au long terme, jamais à l'architecture globale. Et en fait, si tu fais la somme de tout ça, ça te freine. Et donc nous, on fait vraiment, mais dès le début, il y a des postes où on pourrait staffer, entre guillemets, un freelance pour avancer, mais on préfère vraiment prendre le temps, recruter la bonne personne. Merci. Bonjour, merci pour ton intervention. Moi, j'ai un problème, je suis une start-up qui se lance, on commence à avoir quelques clients et mes 2 cofondateurs sont très tech, c'est une start-up très tech, et jusqu'où le CEO doit s'impliquer dans la tech. Parce que mes cofondateurs mettent beaucoup de pression sur le fait qu'il faut que je comprenne le produit, que je comprenne la tech, que je comprenne comment ça se développe. Eux, ils sont vraiment spécialisés dans ça. Et moi, je ne sais pas jusqu'où je dois aller dans cette compréhension. Ok, c'est intéressant. Moi aussi, j'avais 2 cofondateurs, Antoine et Raphaël, qui sont tech. Comment on a abordé le point ? Moi, à titre personnel, je considère que Antoine et Raphaël, mes 2 associés, sont des génies. À partir de là, je leur fais complètement confiance dans ce qu'ils vont délivrer et comment ils vont progresser. Dans ma perception de mon rôle, je dois comprendre la tech qu'on développe, mais toi, la question, c'est à quel niveau ? Et je pense que pour ce que tu as à faire en tant que CEO, ça n'a aucun intérêt que tu te mettes à essayer de comprendre le schéma de base de données que vous utilisez, tous les frameworks. Est-ce que vous êtes plutôt sur Angular ou sur React, etc. C'est pas le sujet en fait. Et oui, ça serait très intéressant, mais si tu fais ça, de toute façon, la boîte, elle va s'effondrer. Donc à un moment, il faut choisir, quoi. Ça peut être hyper intéressant de tout connaître. Ok, on t'a tout détaillé, mais tu as 2 personnes qui ont passé du temps à t'expliquer leur sujet. Et résultat, la boîte n'a pas avancé. Et inversement, toi, à un moment donné, je ne sais pas si tu vas t'occuper de la partie commerciale, marketing, financière, people, etc. Tous ces départements-là. Et tu ne vas pas avoir le temps d'expliquer précisément ce que tu fais. Et là, c'est juste la relation de confiance. Mais quand tu t'associes avec des personnes, il faut avoir une confiance très très forte en eux. Et bon, c'est ce que nous, après, on va appeler liberté et responsabilité, quoi. Il y a le lien de confiance, il y a les objectifs. Ok, go, quoi. Il y a des erreurs qui vont être commises des 2 côtés, mais ça ne va pas altérer le lien de confiance. Ça marche, merci. Ouais, bonjour, merci pour la conférence qui est effectivement très inspirante. Je voulais parler des problèmes de passage à l'échelle. Nous, on est une startup qui existe depuis 2 ans. On était 14 jusqu'à récemment, notamment parce qu'on a accéléré très vite à cause d'un gros crowdfunding. On a fait 2 millions de dollars en crowdfunding. Là, on est un peu dans la merde parce qu'en fait, il n'y a plus de cash qui rentre et donc on a dû licencier massivement. Donc ça a été très très chaud. Et là, maintenant, je suis à ce moment où on s'est recentré sur le noyau initial. Et les gens avec qui je travaille, maintenant je me dis, putain, à ce stade de la boîte, c'est peut-être plus les bonnes personnes pour faire le job qu'ils doivent faire. Et en gros, comment on négocie cette équipe qui était peut-être la bonne équipe opportuniste du début, comment elle se transforme en la bonne équipe de demain, quoi. Il y a un très bon article dans un blog qui s'appelle avc.com. Cet article s'appelle Turning of a Team.
Il explique que pour bâtir ta boîte, on va dire être un leader mondial, il va falloir turner ta team, et c'est grosso modo 100% de l'effectif va partir. À certains moments, évidemment, ça se fait graduellement. C'est pas, tu arrives, je sais pas, t'es CEO phase 2 et tu dis bon, allez, on recommence à zéro. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en revanche, il faut accepter que certaines personnes soient fortes de l'étape A à l'étape B, mais que pour l'étape B à l'étape C, ça ne soit pas les mêmes en fait. Et ça, il faut le faire comprendre. C'est valable évidemment pour les employés, mais c'est aussi valable pour toi. Et c'est ça aussi le dilemme, je pense, en tant qu'un fondateur, c'est que tu dois tout le temps step up plus vite, avoir 10 coups d'avance. C'est hyper difficile, tu mets du temps à step up, donc c'est des paliers, tu n'y arrives pas, et boum, tu jumps dans ton nouveau rôle, et après tu galères, hop, tu re-jump, et peut-être qu'à un moment, c'est le principe de Peter. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe de Peter, c'est tout le monde atteint à un moment donné son niveau d'incompétence maximale. Ça peut être aussi valable pour les fondateurs. Dans le cas qui est le tien, donc c'est plutôt sur la team, je pense qu'il faut être honnête avec les gens et dire à la personne, ok, toi, tu as été forte de cette période à cette période, maintenant on est dans une autre période, et voici la place que je t'ai trouvée au sein de l'organisation, et voici pourquoi. Et je pense qu'une des erreurs fondamentales que font beaucoup de boîtes, c'est de prendre les 10 premières personnes et de dire, ok, toi, tu es head of product, toi, tu es head of sales, toi, tu es head of marketing, c'est sûr, tu as fait 1 mois de marketing, allez, let's go. Et en fait, en faisant ça, tu mets des personnes dans une position d'échec. Et quand tu vas ressentir l'échec, c'est-à-dire que tu vas vouloir recruter un mec qui est une star en marketing et qui va dire mais pourquoi le mec de 20 ans c'est le VP marketing, c'est bizarre quoi. Et il va pas venir, ou alors il va venir, il va y avoir un clash, et ben tu vas être obligé de faire partir cette personne. Et moi je fais vraiment gaffe à ça sur les early employees, de dire ok, on les met pas dans une situation d'échec en disant mais attends, ouais, tu as été top de A à B, bah, tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux? Ouais, je veux être manager. Ok, tu es manager, tiens, je te donne une équipe 4 personnes. Résultat des courses, tu as les 4 personnes qui disent mais je vais plus jamais, je veux travailler avec ce mec. Et donc du coup, c'est quoi l'attitude de leader que tu dois faire? Bah, tu dois dire à ce mauvais manager de partir de l'organisation. Parce que tu ne peux pas le repositionner autre part. C'est pas vrai, tu ne vas pas le redescendre, etc. Et donc là, ça crée un clash. Et tu dis à la personne, bah, désolé, tu dois partir, l'histoire se rompt, c'est dramatique. Mais au fond, je pense que c'est ta faute. Et nous, je pense qu'on a fait l'erreur une fois. Ouais, c'est vraiment cette erreur de positionner une personne dans un rôle qui était lui demandé de step up, mais de trop step up, au point qu'elle était de toute façon dans les conditions d'échec. Et au moment donné, on a constaté l'échec, on a dû arrêter, il y avait les responsabilités des deux côtés, quoi. Donc il faut admettre que certaines personnes sont bien de A à B, pas de B à C. Par contre, je pense que dans toutes ces étapes, tu peux replacer les personnes. Enfin, tu vois, quand tu es 80, il y a plein d'opportunités, et puis il y a plein de jobs qui se créent. Nous, tous les jours, on crée des jobs parce qu'on n'avait pas le besoin et on l'a et on replace les personnes. Et je pense qu'on a ce discours d'honnêteté avec elles de dire oui, tu veux être ça. Par contre, si tu veux être manager, un manager, c'est ça chez nous. Tu ne remplis pas ces critères. Donc, ce n'est pas maintenant. On va travailler, on verra ça dans 6 mois, dans 12 mois. Et après, avoir un discours de vérité, de dire par contre, ouais, si je te fais le cadeau et en tant que leader, je suis stupide et je te dis ok, tu vas dans cette position, on va se retrouver dans 3 mois et dire ah bah mince, désolé, on s'est trompé. Ce qui est chaud, c'est que tu es en position de donner des points à ton vieux pote et lui dire, lui donner son bilan de compétences, quoi. Ouais, mais je pense que, chez Doctrine, on se perçoit comme non pas une famille. C'est drôle de dire ça, The Family. Non pas une famille, mais une équipe de sportifs de haut niveau. Et nous, on est des sportifs de haut niveau qui travaillent vers un même objectif. Donc, on est tous ensemble dans le même rameur. Et tout le monde rame. Et s'il y a 6 mecs qui rament et qu'il y en a un qui rame pas, et ben, on va avoir l'honnêteté de dire excuse-moi, il nous faut 7 rameurs, et là, il n'y en a que 6. Et donc, il y a un problème. Alors, dans une famille, tu dis, ben non, attends, c'est le cousin et tout. Ben non, on le laisse. Il ne va pas ramer, c'est pas grave. Bah ouais, mais quand tu as une croissance comme ça et une ambition énorme, tout le monde rame, quoi. Voilà, donc il faut juste, je pense, avoir l'honnêteté. Et en fait, le problème, c'est que si tu n'as pas l'honnêteté de dire aux gens, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va clasher à la fin, quoi. Merci pour la conférence. Je voulais savoir quel était ton plus gros échec. Alors, à la question, quel est mon plus gros échec? En fait, il y en a tellement, mais d'un côté, ça me rassure qu'il y en a tellement. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est d'avoir des échecs, et rapides. Ok, t'échoues, tu t'améliores, t'échoues, tu t'améliores, et t'as pas un énorme échec qui est un showstopper. Oh, mince, j'ai recruté la mauvaise équipe. Boum, c'est compliqué. Donc moi, à titre personnel, je fais des échecs tous les jours, toutes les heures, tout le temps, des échecs de management, de leadership, de ce que tu veux.
Mais j'essaye de m'améliorer constamment et c'est jamais des échecs qui sont forts au point que ça va couler l'aventure. Donc c'est plutôt bien, et je pense tout le monde d'ailleurs, pas que le CEO, de commettre des échecs. Après, sur le qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire, bon, il y en a un, j'en ai détaillé certains, mais je pense qu'il y a un moment, il faut prendre conscience, c'est difficile, hein. Bon, là, c'est très difficile. Il faut prendre conscience que tu es CEO et que ça change beaucoup de choses, quoi. Que ça change ton rapport aux gens. Et que ouais, quand quelqu'un fête son anniversaire dans la boîte et t'invite, parce qu'après tout, c'est un de tes amis, et ben là, t'es peut-être excité à l'idée d'y aller, c'est peut-être cool, mais tu dois te dire et tu te dis putain merde. Il y a Nicolas qui l'a invité, il a invité Nicolas et il a invité le CEO de Doctrine. C'est deux mêmes personnes, qu'est-ce que je fais? Et ben là, il faut être capable, enfin pour moi, j'essaye de vraiment faire la part des choses. Enfin, la part des choses, c'est considérer que je suis tout le temps CEO de Doctrine et que j'agis tout le temps comme le CEO de Doctrine. Et je sais que ça peut être très troublant pour certaines personnes qui disent non mais là concrètement, là si je te parle, je parle à Nicolas ou je parle au CEO de Doctrine. La vérité, c'est que c'est souvent le CEO de Doctrine parce que je fais passer la mission de Doctrine et mon job avant qui je suis entre guillemets, quoi. Et surtout quand c'est des discussions internes à Doctrine. Donc, et ça, c'est très compliqué. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis qui, dans ce dilemme, se disent attends, mais ok, mais fuck it, lui, c'est mon ami, je connais depuis des années, il nous a aidé à bâtir la boîte, etc. Je lui parle comme un pote, mais en fait, ça marche pas. Tu parles jamais comme un pote, quoi. Comme l'exemple que je vous donnais avec les personnes du ménage. Donc, il faut vraiment avoir conscience de son rôle et se projeter, se mettre dans les chaussures de la personne et pour avoir vraiment conscience de l'impact. Une autre anecdote qui me vient, une remarque qu'un CEO peut faire. Enfin, une fois, on avait une nouvelle employée qui est arrivée chez Doctrine. Bon, je vous l'ai dit, je déjeune tous les midis avec une personne au hasard, etc. Et puis, quand je croise des gens à la machine à café, je leur demande, ok, comment ça va, etc. Bah là, cette personne, je lui dis, bon, alors, ok, comment ça va, tu bosses sur quoi? Ah, ok, t'es contente, ça avance? Et la personne, je pense, elle venait d'un autre univers que la culture Doctrine, où tu as une proximité avec moi et entre tout le monde, et ça l'a choquée. En fait, elle l'a vécu comme, putain, le CEO, il met la pression, quoi. Il sait sur quoi je bosse, il me demande où on en est, bordel. Et forcément, elle va voir son manager ou elle va parler aux gens en disant, mais attends, mais là, il est en train de suivre ce que je fais, quoi. Donc là, bah non, je t'ai juste demandé comment ça va avec un sourire et je t'ai souhaité une bonne journée. Mais le fait d'être CEO, fondamentalement, ça change le rapport aux choses. Si tu n'en as pas conscience, comme moi, là, sur ce coup, je me suis fait avoir, je n'avais pas pris conscience, je ne l'ai pas vu, quoi. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence. J'ai une petite question, en fait, parce que personnellement, j'ai le même parcours que toi, donc études de droit, 5 ans d'études de droit, elle est en train de monter une legal tech avec un avocat. Et je me demandais justement comment tu peux gérer au départ tous les aspects techniques, alors que finalement, avec un background vraiment juridique, on n'y connaît rien finalement. Ouais. Je pense que pour monter une entreprise, tu n'as pas besoin d'avoir un background particulier. Enfin, ça dépend dans quel domaine tu es, mais c'était quoi le background de Steve Jobs, des cours de calligraphie. Bon. Elon Musk, pareil, encore un collège dropout, mec, voilà. Enfin, Larry Ellison, pareil. Zuckerberg, j'en parle même pas, etc. Donc, je pense pas à des gens qui sont arrivés avec un stock de connaissances dans un domaine particulier et qui ont fondé une boîte. Ce qui fait la différence, c'est non pas ta connaissance originale et le stock de connaissances que tu pourrais avoir, c'est le flux. C'est à quel point tu es capable d'emmagasiner un maximum de connaissances sur des problématiques données et de t'améliorer au quotidien. Et en plus, dans les nouvelles technologies, on est quand même dans un univers qui évolue hyper rapidement. Les technologies se périment, les boîtes s'effondrent aussi rapidement qu'elles se fondent. Enfin, c'est compliqué. Et donc, je pense qu'une personne qui est bonne dans ce job, c'est d'être capable de te remettre en question et d'apprendre très rapidement. Et que tu sois capable d'apprendre très rapidement en ayant un background, tu étais médecin auparavant ou juriste ou whatever, c'est pas très grave. Je sais qu'en France, on regarde souvent qu'est-ce qu'ont fait les gens et on essaie un peu de prédire leur avenir en fonction de ça. Ou quand tu es dans une profession comme juriste, on dit mais en fait, tu as fait des études de droit, ok, à 60 ans, tu feras toujours du droit. Mais c'est pas vrai, quoi. En plus, la vie est trop courte pour s'imiter à ça. Donc, comme chez nous, des gens qui ont fait des études de droit et qui à un moment donné veulent faire de la tech, ils basculent en tech. Ils veulent faire du marketing, ils font du marketing. Nous, on a à côté une super personne
qui est dans l'équipe marketing, avant elle était directrice juridique. Bah, rien à voir, quoi. Donc je pense qu'il faut, nous on a cette logique, mais intrinsèque à Doctrine, les gens qui travaillent chez nous sont très divers de par leur parcours et de par leur personnalité, parce que dès le début, on a recruté des personnalités, des potentiels individuels. On a pris les gens, voilà, qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment faire, et voilà, après on se retrouve avec plein de personnalités, donc il n'y a pas de parcours type. Voilà. Bonsoir, j'ai une question pour toi. Comment tu as fait pour te sentir légitime? Déjà, d'une part, légitime dans ton job de CEO et légitime sur un marché qui est légal, qui est ancien, qui a des méthodes qui sont un peu lentes, qui n'est pas très usagé avec la techno. Comment tu as fait les premières fois pour aller les voir et leur dire, ben voilà, nous, en tant que jeunes diplômés, pour aller les voir et leur dire, utilisez notre service, utilisez notre produit, c'est génial? Ah oui, c'est vrai que la légitimité, c'est un vrai point. Parce que tous les exécutifs, mais particulièrement les CEO, etc., souffrent du complexe de « je ne suis pas à ma place, j'ai usurpé ma place ». Ça, c'est un complexe commun. Tu dis, mais en fait, au fond, je suis là parce que j'étais là au début, mais je ne suis pas légitime. Et ça, c'est très très fort. Moi, c'était d'autant plus fort, pour donner un ordre de grandeur, moi j'ai fondé Doctrine quand j'avais 21 ans. J'étais légitime de personne. Personne. Investisseurs, etc., c'était compliqué. Au début, j'avais beaucoup comment tu es légitime quand en fait tu es si jeune et donc du coup les gens ils projettent une image sur toi qui n'est pas forcément celle que tu veux ou celle à laquelle tu prétends. Donc pour la première partie, je pense c'était pour ma part, hein, c'était avoir des actes où tu montres qu'en fait, ok, tu es le meilleur, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est le top. Et donc du coup là tu te sens, c'est un peu le côté égo quand tu es individuel contributeur, c'est ok mais je l'ai fait en fait. Tu avais dit 500K, je fais 2 millions, c'est tout. Et donc là, tu te sens vachement légitime et tu es un power. Après, la seconde phase, quand tu es company builder, je pense en tant que leader, tu hésites toujours, quoi. Parfois, tu dis « Ah merde, je ne suis pas légitime sur cette question, j'ai un peu du mal à en parler. » Et c'est la confiance en soi. Ce qui est très difficile en tant que leader et en tant que CEO, c'est que les gens attendent quelque chose de toi en tant que leader, mais ils ont du mal à te le communiquer, quoi. Les gens ne vont pas te dire « ouais, j'attends que tu sois hyper leader, que tu portes la vision, etc. » Les gens vont dire autre chose. Ils vont dire « ouais, bah, moi j'attends que tu sois bon manager avec moi et que tu finisses le tableau des objectifs, tout ça. » Et donc si toi, naturellement, tu dis « bah ok, bah, je vais faire ça », et en fait ça crée c'est pas vraiment ce que les personnes veulent. Et voilà, donc c'est un dilemme sans fin. Et aujourd'hui, moi je n'ai plus trop on n'est pas légitime. En plus avec Doctrine, on est super légitime. Enfin, voilà, ça fait 3 ans qu'on est là, on a plein de clients, plein de gens heureux, on connaît nos sujets, on est expert de certains sujets. Et voilà. Par contre, on sait reconnaître quand on n'est pas légitime. Dans la boîte, j'entends. Parfois, on nous demande notre avis sur certains sujets. Alors, on va dire, ok, ça, c'est pas nos sujets. Il faut reconnaître ses limites, quoi.